Bonjour, j'aimerais me demander avec vous aujourd'hui ce que signifie suivre un cours. Question très générale qui concerne énormément de monde, les élèves, donc les enfants des 3 ans, et puis les étudiants, donc déjà de jeunes adultes. Question qui est cependant toujours un petit peu dissimulée sous une question de professionnel, qui est plutôt comment faire un cours, ce qu'on appelle la question de la pédagogie, comment s'appuyer sur certains acquis pour mener son auditoire plus loin, comment lui parler un langage qu'il comprend, comment l'intéresser, etc., etc. Alors évidemment, c'est bien aussi cette question que j'entends aborder, mais par l'autre biais, de comment suivre un cours. Et les pédagogues dans l'Antiquité en savaient quelque chose, puisqu'en fait, ce n'était pas eux qui faisaient le cours. Les pédagogues, c'était les esclaves qui amenaient les enfants à l'école, et puis, le temps du cours, s'installaient au fond de la salle et écoutaient, ce qui faisait que c'était un statut assez privilégié parmi les esclaves, parce qu'il permettait d'apprendre quantité de choses. Et puis, cet esclave s'occupait aussi, donc, pendant le cours, de surveiller son élève, d'être bien sûr que cet élève restait également concentré. Alors, suivre un cours, pourquoi cette question a été ensuite complètement dissimulée? D'abord parce qu'on sépare trop la théorie de la pratique, le savoir de l'action. Et donc on a l'impression que dans l'enseignement, finalement, il est question que de transmission de savoir. Et on ne tient pas compte du fait qu'elle suit un certain mode qui lui est du domaine de la pratique et qui consiste, pour faire vite, et on fait toujours trop vite dans ce domaine, donc il va falloir faire un petit peu moins vite aujourd'hui, qui consiste à entrer dans une salle, s'asseoir, se tenir tranquille, justement, ne pas bouger, écouter, montrer qu'on écoute dans la mesure où on ne bouge pas. Et cela jusqu'à la fin du cours, qu'on attend avec plus ou moins d'impatience. Voilà, en résumé c'est cela, mais c'est à partir de là qu'il faut approfondir cette pratique. Alors, est-ce que l'école n'en parle pas? La situation est un peu plus complexe. J'aimerais pour cela, pour éclairer cela, distinguer 4 possibilités, 2 courantes et 2 extrêmes. Et la première, c'est celle du cours qui n'a absolument rien à voir avec la situation qu'est en train de vivre l'élève ou l'étudiant. Le cours qui parle radicalement d'autre chose. Un cours de mathématiques qui est en train de s'intéresser aux nombres naturels, aux fonctions, aux dérivés, à tout ce que vous voulez, mais qui du coup n'aborde pas du tout la situation dans laquelle on se trouve. Il en irait de même pour un cours d'histoire qui parle des guerres napoléoniennes, etc., etc., ou un cours de langue, etc. On est déjà face à ce qu'on peut appeler une injonction contradictoire. Il faut à la fois faire très attention à sa situation et en faire complètement abstraction. Et ça, en fait, tous les élèves apprennent à devenir des experts de cela. Là, il faut reconnaître le mérite des instituteurs qui, eux, ne peuvent pas prendre cette expertise comme une donnée de base, considérer que les élèves connaissent cela et le font, mais sont obligés de leur apprendre cela très progressivement, et donc de tenir compte du corps des élèves, de trouver une forme de conjonction, d'articulation entre la découverte de leur corps et la découverte de leur capacité de concentration, d'écoute, etc. Ensuite, non, le professeur va plutôt tenir 2 langages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, celui de sa discipline, celui de sa matière, la fonction mathématique, la guerre napoléonienne, etc., le contenu du roman, et cet autre langage, quand il va s'interrompre pour dire tenez-vous tranquille, toi là-bas arrête de parler, etc. Et tous les élèves qui ont l'habitude de cela savent très bien qu'on est passé à un autre mode du cours. Ce qui est amusant, c'est que les deux s'appellent discipline. La discipline que l'on apprend et la discipline en tant qu'elle invite à se tenir tranquille. Donc forcément il y a un lien, et dans cette idée de discipline, il n'y a ni plus ni moins que cette pratique d'être élève. C'est ça qui est au fond de l'idée de discipline, dans laquelle il y a le discipulus, l'élève. Alors il y a une autre situation qui est aussi quotidienne et qui est très proche de l'autre en fait. C'est quand le contenu du cours n'est pas en accord avec la situation. C'est pas qu'il est radicalement différent, c'est qu'il s'y oppose, il s'y oppose activement d'une certaine manière. Quand on est en train d'étudier un poème d'amour
de Ronsard, s'adressant à sa maîtresse, lui disant qu'il faut qu'elle s'intéresse à lui avant qu'elle devienne vieille et laide, parce qu'alors ce sera lui qui s'intéressera plus à elle. Bon, il ne s'agit pas pendant ce temps-là de parler à sa voisine. Donc, il y a quelque chose là qui crée une opposition. Même si on travaille sur un extrait de film, qui serait par exemple un film d'action ou même un documentaire qui se passe à l'autre bout du monde, sur, je sais pas, par exemple, des enfants qui travaillent en soulevant des briques, eh bien, la situation dont il est question vient s'opposer à la situation dans laquelle on est. Alors ces deux possibilités courantes hebdomadaires, elles sont très proches, j'ai presque distingué pour rendre des choses plus claires, mais elles sont quasiment les mêmes. En revanche, il y a des situations qui sont plus exceptionnelles et qui jouent un rôle de polarité, qui sont des situations extrêmes. La première, c'est celle où le cours, mine de rien, vient justifier complètement la situation dans laquelle on se trouve. L'exemple le plus significatif que j'ai trouvé, en fait, il est dans un manuel de l'Antiquité qui a servi pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, pour apprendre à lire le latin dans les petites classes, à l'époque où le latin était la langue de tout le monde. Je vous le cite. « C'est ma place, je l'ai prise avant toi. Je m'assieds et je me mets au travail. » Voilà, donc le texte qu'on s'efforce d'apprendre à lire, en fait, renvoie directement dans une situation de miroir à la situation qu'on est en train de vivre. Et donc aussi participe à l'intériorisation de cette situation. Finalement, le personnage auquel on est un petit peu obligé de s'intéresser est cet élève que l'on est. Le cours vient parler du cours, en fait. Et vient de parler de la condition première du cours, qui est que tout le monde prenne sa place, s'assoit, sorte ses affaires et se concentre. Et on sent l'importance de l'enjeu ici, hein, qui est toujours le même. On demande à l'élève d'avoir ce savoir, et là dans ce cas-là on parlera bien de savoir, et on lira bien savoir et pratique, en disant celui-là sait se concentrer, celui-là ne sait pas se tenir tranquille, etc. Et celui qui ne sait pas se tenir tranquille, eh bien finalement semble manquer une des conditions la condition première de l'accès au savoir. Donc c'est très important, et en même temps ça a tendance à se redissimuler. Et puis il y a une autre possibilité, donc qui est à l'autre extrême, c'est quand ce que l'on est en train d'apprendre dans le cours n'est ni plus ni moins qu'une critique radicale de la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire une critique radicale de l'école. Je prends un exemple qui en fait correspond à un vécu, mais je pense un vécu assez courant en France. Je pense que c'est un poème qu'on étudie assez souvent en France, qui est dans les petites classes, hein, qui est un poème de Jacques Prévert, qui s'appelle L'oiseau lyre. Et peut-être que vous le connaissez, ça se passe en classe, donc le professeur de mathématiques est en train de faire répéter la table des multiplications. Et à chaque fois, il dit répéter, répéter. Et répéter, évidemment, on est plutôt du côté disciplinaire, du côté de l'ordre, hein. C'est un autre langage que le langage 2 x 2 égale 4. Et donc, un des enfants dans la classe, en fait, se déconcentre complètement. Il regarde par la fenêtre, il voit un oiseau, ou il l'imagine, on ne sait pas trop, on est justement entre le réel et l'imaginaire, et puis on va glisser vraiment vers la rêverie et l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il appelle l'oiseau vient, se cache dans son pupitre et chante. Et il chante pour toute la classe, c'est-à-dire que plus aucun enfant n'écoute le professeur, hein, c'est-à-dire que la déconcentration est contagieuse, se généralise, hein, et évidemment de manière très poétique. Hein, je vous cite la fin de ce poème qui est intéressante à chaque vers, je dirais. Hein. Et l'oiseau lyre joue et l'enfant chante et le professeur crie. Quand vous aurez fini de faire le pitre. Mais tous les autres enfants écoutent la musique et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau. Alors quand même, dans ce poème, hein, qu'on peut étudier en classe, les murs de la classe s'écroulent tranquillement. C'est en fait toute la situation scolaire qui s'écroule, et tout ce qu'il y a d'humain, puisque dans le milieu de la classe, tout est humanisé,
pas toujours très technicisé, mais du moins tout est humanisé. Et bien en fait, tout ce qui est humanisé redevient un paysage naturel. Donc il y a une forme de critique radicale de l'école, et finalement l'école donc peut assumer d'elle-même et apprendre cette critique, quitte à vraiment rendre très clair ce que j'ai appelé tout à l'heure une injonction contradictoire, parce que si on étudie ce poème en classe, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on l'étudie, les enfants ne sont pas censés regarder par la fenêtre, imaginer qu'un oiseau vient et décrocher complètement par rapport à ce qu'on est en train de leur apprendre. Ils ne sont pas censés simplement rêvasser sur le poème, enfin dans un sens si, oui bien sûr, parce qu'il faut ce contact sensible avec le poème, il faut se mettre dans la situation de cet enfant. Mais en même temps non, il s'agit bien d'écouter aussi ce que le professeur a à nous dire sur ce poème. Il s'agit de noter ce qu'on n'aurait pas compris de soi-même à propos de ce poème, etc., etc. D'étudier les vers, etc., etc. Donc on se retrouve dans une situation qui est radicalement contradictoire, d'apprendre le contraire de l'école.